Dans un monde très rationnel et scientifique, peut-on espérer développer des capacités médiumniques? Pouvons-nous manifester l'abondance et l'amour dans notre vie? Peut-on être attaqué par des énergies négatives et comment peut-on s'en libérer? C'est ce que nous allons aborder dans cette interview riche avec la Douce-Pity, médium de naissance. Cette interview est en format audio pour respecter son anonymat. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans cette interview avec la Douce Pity. La Douce Pity qui est une médium de naissance, qui est la médium qui m'a beaucoup accompagnée à développer mes propres capacités extrasensorielles. Et bienvenue à toi. Ça me fait super plaisir Merci de beaucoup. échanger. Merci de m'interviewer. Ça me fait plaisir aussi de reprendre la place de l'élève maintenant. Je te dis pas, ça change. Ça fait plaisir. La première question qu'on a pour toi, c'est pourquoi la douce pity? Alors, c'est super intéressant comme question. Je t'avoue que moi-même, je ne sais pas, mais quand j'ai commencé la douce Pity, j'ai pensé à la Pythie de Delphes. Alors, la Pythie de Delphes, dans la mythologie, enfin la mythologie grecque, pas vraiment, dans la tradition grecque, en Antiquité, c'était la prêtresse dédiée à Apollon. Et cette prêtresse qui était dédiée à Apollon, elle était à Delphes et elle rendait des oracles. Et dans ces oracles, alors c'était une jeune fille qu'on choisissait, on la mettait sur un espèce de trépied et on venait la consulter un peu partout de la Grèce. Et ça a duré très très longtemps, hein, la douce Pythie, enfin la Pythie, et on venait la voir et on entendait sa prophétie. C'est d'ailleurs la Pythie de Delphes qui a dit à Oedipe qu'il allait se marier avec sa mère et tuer son père. C'est vraiment la base de toutes les, euh, les mythes, on va dire, fondateurs. Il y a toujours un moment où on va avoir une prophétie et en général, c'est à Delphes. Et je me suis toujours sentie attirée. Je me suis dit, oh, c'est sympa comme nom. À l'époque, j'étais pas franchement tout à fait ouverte comme je le suis tout de suite. Donc c'était comme ça par hasard, mais rien n'est un hasard évidemment. Et après, j'ai pu comprendre que alors, j'aurais eu des vies antérieures en tant que Pity Adels. Après, voilà, je mets toujours des pincettes quand c'est pour moi, parce que on n'est pas aussi objectif et voilà. Après, voilà, Pity de Delphes, ça a l'air assez incroyable comme truc. Mais quand je prends du recul, je me dis, bon, c'est ce que tu fais maintenant, pourquoi ce serait si incroyable que ça? Ça me remet un peu, c'est parce que j'ai peur, je me dis, mais attends, tu t'y crois un peu trop, la Pity de Delphes, pour qui tu te prends un peu? Je me dis, mais tu le fais déjà, là, tout de suite, pourquoi ce serait si bizarre? Et après, douce, parce que la Pity et moi, en règle générale, quand je donne mes prédictions, je suis pas vraiment douce. C'est assez vla vla vla. Quand on donne une prophétie ou une prédiction, bah on la donne et on peut pas mettre des pincettes, faut être honnête et il faut être vrai. Et j'avais envie de rajouter une douceur parce que c'est vrai que la fatalité, la Deus ex machina comme on dirait, c'est très violent. Donc j'avais envie de mettre un peu de douceur là-dedans. Donc j'ai mis la douceur. Et Ok. après, bah, il s'avère, voilà, c'était instinctif, mais ça avait du sens pour moi. Et comment tu as découvert du coup tes capacités médiumniques? Je les ai pas réellement découvertes, elles ont toujours fait partie de moi, dans le sens où pour moi ça faisait partie de ma vie, de mon quotidien et du quotidien d'absolument tout le monde autour de moi. Tu sais, quand tu es jeune, tu penses que tout le monde est comme toi, ce qui est absolument normal, et tu imagines voilà, que tout le monde vit les mêmes choses et t'empathie de la même façon. Je mettais ça un peu sur le coup de je réfléchis vite, je ressens les choses, et plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était un peu c'était bizarre, quoi. Que je ressentais des choses que les autres ressentaient pas, que je voyais des choses que les autres voyaient pas. Et plus le temps passait, plus c'était puissant. Alors après, bien sûr, je suis partie dans des études scientifiques, hein, donc j'ai complètement rejeté cet aspect de moi. Et après, j'y suis revenue bien plus tard, en fait, après une cérémonie chamanique que j'avais même pas choisie. C'est le chaman qui m'a trouvée et il m'a dit, écoute, viens, on a des choses à se dire. J'étais là, ah, c'est rigolo, mais je trouvais ça vraiment drôle et un peu perché, mais pour moi, c'était un commerçant à Bali et c'était pas un chaman, un vrai chaman. Enfin, je trouvais ça drôle. Je pensais que c'était plus marketing qu'autre chose, mais je me suis laissée porter parce que je trouve ça marrant. Et finalement, c'est là où je me suis rendu compte de tout ce que j'ai vu et après, j'avais beaucoup d'amis qui, eux, savaient que j'étais médium avant même que moi, je m'en rende compte. Ils me disaient, mais tu te rends compte quand même que tu vois des trucs et que c'est pas normal. Et moi, je disais, mais non, c'est le hasard, ou non, je raconte des bêtises. Mais tous les gens autour de moi le savaient. Moi, j'étais la seule à l'ignorer, comme quoi on est toujours un peu le dindon de la farce. Et à la fin, bah, c'est au fur et à mesure. Plus le temps est passé, plus je me suis dit, ok, bon, c'est quand même un peu vrai cette histoire.
Oh, c'est super fort, mais qu'est-ce que tu voyais du coup? Comment tes amis ils t'ont fait remarquer que tu voyais des trucs que eux ne voyaient pas? Alors, je vais te donner des exemples, mais vraiment, tu vas dire, mais c'est pas possible, comment on s'en est pas rendu compte? Par exemple, j'avais été manger chez la maman d'une amie. Elle avait sorti un paquet d'oracles de Béline, tu vois, et elle m'avait dit, vas-y, lis les cartes à mes copines, parce qu'elle avait invité de ses collègues. Donc, à l'époque, j'avais 15 ans. J'étais une toute cute. Et elle avait ramené ses collègues, des femmes. Et j'ai commencé à leur raconter tout leur avenir. Et je dis, toi, tu vas partir en vacances cet été avec quelqu'un, ça va très mal se passer. Elle me dit, ah ouais, comment ça se fait? Oui, c'est vrai, je pars avec une collègue. Déjà, elle était étonnée que je sache ça. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être... Et moi, j'étais sûre que je disais n'importe quoi et que je racontais des belles histoires. Elle me dit, ah oui, c'est bizarre et tout. Et les mois passent. Et là, ma copine, elle dit, ouais, mais ma mère, elle veut refaire une soirée où tu vas lire les cartes. Et je dis, ah, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais parce que ça s'est passé exactement comme tu avais dit pour tout le monde. Et j'étais là, ah ouais, c'est rigolo. Et tout le monde était là, mais subjugué parce que j'avais raconté, mais vraiment des détails pour chacun. Toi, tu vas partir en vacances, ça va mal se passer. Toi, avec ton chéri, il y a une séparation dans je ne sais pas combien de temps. Et moi, j'étais persuadée de dire du charabia. Ça, c'est des exemples où, par exemple, ma copine qui adorait faire ça, elle me ramenait des gens qu'elle connaissait, des amis, et elle me disait, vas-y, lis-lui son avenir. Et il y avait un mec, je lui dis, bon, bah, toi, tu vas partir au Canada d'ici 1 an. Et j'avais l'impression de dire des bêtises, et il m'a dit, oui, c'est vrai, j'ai une année d'Erasmus. Que des trucs comme ça. Et moi, à chaque fois, quand je voyais les gens qui me regardaient complètement choqués, moi, je me disais, mais c'est des bêtises, ça peut pas être vrai. Et je passais à autre chose, j'étais en plein déni, du pur déni. Wow. Et Jusqu'au point voilà. où après, tu as fait des études scientifiques carrément. Bah, après, je pense pas que c'était pour ignorer mes capacités, mais c'est juste que je pense quand t'as, je sais pas, 18 ans, tu t'imagines pas faire une carrière de médium avec ta boule de cristal. Tu vois, c'est pas trop ce qu'on te demande à post-bac. Donc, à l'époque, je me suis dit, bon, je vais faire médecine, c'est pas mal, c'est bien, ça aide les gens, c'est intéressant. Je voulais faire de l'humanitaire. Je trouvais que c'était top. Et j'étais très contente de faire ça. J'ai fait mes études de médecine. Et j'étais scientifique, hein, et je le suis toujours. Il y a toujours une partie de moi qui est très cartésienne, qui est toujours dans l'analyse, dans l'explication scientifique, dans le refus de mettre un peu de fantaisie partout et de la spiritualité partout, même s'il y en a partout. Mais j'essaie toujours d'aller d'abord vers le monde physique avant de monter vers le monde spirituel. Mais ça me va, je suis très contente de ce parcours-là. Ça me convient pour l'instant. Et juste pour revenir sur ton nom, la douce Piti, la Piti à qui Oui. fait une prophétie, est-ce que tu as une prophétie déjà pour cette année? Pour qui? Pour le monde? Pour le monde, oui, bien sûr. T'en aurais Ah, une? pour le monde? J'en sais rien. Alors moi, je suis sûre que Trump va être élu. Voilà, c'est ma petite prophétie. Je suis sûre que Trump va être élu. Ouais, est-ce que tu aurais peut-être une information, voilà, pour les personnes qui vont écouter cette interview, ça serait quoi la direction à part politique pour le monde, de quoi ils doivent faire attention? Est-ce que tu as une recommandation plutôt pour eux? Ça serait ça plutôt le terme. C'est toujours les mêmes recommandations qu'on donnerait tout le temps. Je pense pas qu'il y ait une année plus spécifique qu'une autre. À mon avis, à mon humble avis, et ça n'appartient qu'à moi, le fait de faire des prédictions générales en disant, ouais, cette année, la planète, une ascension extraordinaire, ça veut rien dire. Chaque année, c'est une opportunité d'ascension pour les personnes qui y sont sensibles, s'ils ont envie de le faire. Donc, je pense pas que c'est une année plus propice qu'une autre à l'ascension. Je pense pas qu'il va se passer un événement particulier qui va permettre à chacun d'évoluer. Si j'ai un conseil à donner à tout et chacun, c'est plutôt d'essayer d'être toujours dans la bienveillance, dans la connaissance de soi, parce que c'est en se connaissant le mieux possible qu'on arrive au mieux à délivrer au monde ce qu'on a de meilleur en soi. Donc, ça serait plutôt ça, mais je pense pas que ce soit une prédiction en soi. Mais Merci. Super. c'est plutôt mon point de vue en règle générale sur la vie. Tu disais que tu pouvais, dès que tu étais petite, reconnaître l'avenir des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu nous vois, nous, avec Fabien, par exemple, tu arrives intuitivement à ressentir ce qui va se passer pour nous ou tu dois te connecter, tu dois Bah faire... oui. Tiens, attends, avant que tu ailles plus loin, t'imagines, là tu nous dis, bon, Noémie, Fabien, ça va se terminer bientôt. Oui, bah c'est là où il y a un gros paradoxe et un gros danger avec les prédictions, c'est qu'on prend des responsabilités quand on les donne, Mm. C'est parce qu'on ça. a une capacité d'influencer l'autre. C'est-à-dire qu'il m'arrive jamais de donner des prédictions à quelqu'un quand il ne les sollicite pas.
Et c'est une règle éthique, parce que à la limite, il va rien m'arriver du tout quand on dit ouais, le mauvais karma, blablabla. Non, pas du tout. Moi, la nuit, je vais très bien dormir, il va rien se passer. Mais par contre, il y a un problème éthique qui se pose parce qu'on prend pouvoir déjà sur la vie des autres et on leur fait pas forcément du bien. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a une responsabilité. Quant au fait de ressentir les choses, c'est comme des fils que je peux envoyer. Tu vois, Spider-Man, quand il envoie ses fils, ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Peux envoyer mes fils. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je vois les gens, j'évite d'envoyer mes fils parce que ça me regarde pas, par respect pour eux. Pareil, c'est éthique, j'évite de le faire. Mais il suffit d'envoyer mon fil comme ça et j'ai les infos. Ok. Oh, Et wow. c'est ce que je fais donc durant les guidances. C'est-à-dire que quand je me connecte à la personne, c'est que j'envoie tous mes fils. Au lieu d'en envoyer qu'un seul pour avoir une information comme qu'est-ce qui va se passer entre Noémie et Fabien, ben, je vais envoyer tous mes fils sur Noémie ou Fabien et je vais voir tout ce que je peux capter pour eux. C'est ce qui se passe durant mes guidances, c'est-à-dire que je prends tout ce qu'il y a à savoir sur la personne. Par contre, quand je vois des gens dans la vie de tous les jours, bon, je peux capter si j'envoie un film, mais en règle générale, qu'est-ce qui va faire que je veux savoir quelque chose sur quelqu'un? J'évite. Ouais, Il y a une sorte de curiosité malsaine après, ça me regarde pas. super, ça va rassurer tout le monde, je pense, parce que tu sais, des fois, il y a des personnes qui ont un peu peur de la médiumnité, des capacités extrasensorielles. Dans le truc de l'intimité, tu vois, on veut pas qu'une personne s'immisce à l'intérieur de nous ou dans notre intimité. Mais ils ont raison. Mm. Complètement. Ils ont raison, mais l'idée, c'est qu'il y a pas, il y a pas tout le monde qui a cette capacité on va dire, d'éthique et de responsabilité. Parce que quand on vient un pouvoir, parce que c'est un pouvoir, on va pas se mentir, c'est comme le fait d'avoir plein d'argent ou d'être super belle, on a un pouvoir sur ce monde et sur les autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a qu'à voir les gens, qu'est-ce qu'ils font de leur argent. Bon, je pense pas qu'il y a énormément de monde qui est très éthique et responsable avec son argent. Mais on peut pas juger parce que qu'est-ce qu'on ferait de mieux à leur place? On n'en sait rien. Mais Hmm. c'est très dur parce qu'on a envie de prendre pouvoir sur les autres et c'est une réalité, c'est-à-dire que quand quelqu'un a des capacités, il est en capacité et c'est une réalité de tout savoir sur votre vie et donc forcément derrière bah, de manipuler et de faire ce qu'il veut de vous. Si on a des informations sur les autres, bah, on sait comment leur parler, on sait quoi dire, on sait quels sont leurs points de faiblesse, on sait tout si on le Hmm. veut. Il y a un sens des responsabilités très, très important à avoir et d'éthique. Et je pense que c'est en ça que la médecine m'a beaucoup aidée parce qu'on apprend à être éthique avec le patient. On a un serment et on est dans l'obligation d'être dans l'éthique et de respecter ses secrets, de respecter bah, le secret médical, c'est une réalité, hein, on doit vraiment le respecter et on se doit de le faire. Et on est au service, bon, pas pour tous les médecins, mais il y en a beaucoup quand même. On est au service de l'autre. On est au service de ce qu'on doit lui apporter, notre connaissance nous donne du pouvoir sur lui, mais on est à son service. Et c'est pareil, quand on est dans des capacités comme ça, on est censé être au service. Ah, je voulais appuyer sur, en effet, la notion de responsabilité, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, vous avez des super pouvoirs, et inconsciemment, en fait, on peut vraiment influencer la direction de la personne. Bien sûr. Exemple, on peut lui dire, bah voilà, tu vas tomber malade, alors que il était peut-être prédisposé à avoir une bonne santé, mais comme il a entendu ça de quelqu'un, bah, ça peut l'influencer et ça peut l'emmener finalement à tomber malade. Oui, c'est une réalité. Par contre, il... quelque chose qui pour moi est très intéressant, c'est que quand quelqu'un vient pour une guidance, donc une séance de voyance, Mhm. c'est qu'il est prêt à entendre ou qu'il doit entendre ce qu'il a à entendre. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas se dire ce que je transmets comme message, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Ok. Par contre, on est des outils, si tu veux, de l'univers, de la source, et on transmet les messages que la personne doit entendre dans son chemin. Donc, ça nous responsabilise et en même temps, ça nous déresponsabilise aussi. C'est-à-dire que si la personne est venue entendre le message, c'est que dans son chemin, il doit l'entendre. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Nous, à la limite, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est de délivrer le message de façon pure, sans interférence de notre mental et de transmettre ce qu'on a quand on peut le transmettre. C'est-à-dire que si la personne, elle doit entendre sur son chemin, tu vas tomber malade et que sur son chemin, il doit tomber malade parce que ça va lui apprendre des choses, on va être l'outil qui va lui transmettre cette information. Et c'est ça qui est très important. Par contre, si moi j'arrive durant ma guidance et que je suis pas de très bonne humeur et que la personne elle me tape un peu sur les nerfs et que je commence à me dire bon bah allez dans mon mental j'aimerais bien qu'il se prenne une petite grippe là parce qu'il me fait chier celui-là et que tu lui transmets ce message,
c'est là où tu as une responsabilité. Ok. Parce que tu as laissé tes émotions, parce que tu es un être humain, mais tu as laissé tes émotions, ton mental, influencer le message que tu transmets. Alors là, on parle de je suis malade, mais ça peut être des milliers d'autres choses. Et il y a donc une part de responsabilité. Mais j'estime que si on est dans un espace de guidance et que la personne a sollicité, on est là pour transmettre. On n'est pas là pour juger, ah, attention, tu vas transmettre ça. Bah, c'est la notion d'Oedipe. C'est-à-dire que Oedipe, quand ce qui s'est passé, alors je sais pas, je le rappelle un petit peu parce que c'est hyper intéressant cette histoire. Les parents d'Oedipe, ils ont eu un enfant, un petit garçon, ils se sont dit, donc c'était un roi et une reine, et ils se sont dit, bon, bah, on va aller voir l'oracle pour savoir la prophétie de cet enfant. Et ils sont partis voir l'oracle, donc la pitié leur a dit, écoutez, il va tuer son père et il va se marier avec sa mère. Alors les parents, ils ont été totalement horrifiés, ils se sont dit non, c'est hors de question, ils ont pris l'enfant, ils l'ont jeté, comme ça dans une forêt, ils l'ont mis, je sais pas, sur une branche ou sur un truc, et ils se sont dit, comme ça, il meurt, il se fait dévorer par les bêtes, et il me tuera pas, il se mariera pas avec ma femme. Et là, comme par hasard, il y a un fermier qui arrive, il trouve le petit bébé, et il l'élève, comme son fils. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant, bon bref, grandit, je passe des péripéties. Et un jour, il apprend qu'il a été adopté et que c'est le fils d'un roi. Mais lui, bien sûr, il ne connaît pas la prophétie. Et il se dit, bon, bah, je vais aller retrouver mes parents. Et en allant, marchant, en voguant sur son chemin, il trouve un homme, il l'attaque, ils se battent et il le tue. Plus tard, il rencontre le Sphinx, il résout l'énigme. Le Sphinx, il foutait la terreur dans une ville. La personne avait promis que, bon bah voilà, la personne qui viendrait, ça serait un héros qui arriverait à libérer la ville de ce Sphinx qui pourrit la vie de tout le monde. Il tue la Sphinx en résolvant l'énigme. Il rentre dans la ville et là, il apprend que le roi est mort et que bah, la veuve, la reine, est libre et en récompense, elle va se marier avec lui parce qu'il a libéré la ville. Donc c'est super. Donc il se marie avec la reine, il devient roi. De fil en aiguille, le temps passe, blablabla, et il apprend en fait au final que l'homme qu'il a tué est son vrai père, son géniteur, et qu'il vient de se marier avec sa mère, la reine. Dingue. Et à ce moment-là, voilà. Donc c'est l'histoire d'Oedipe. Et là, ce qui se passe, c'est que la prophétie, s'il avait jamais entendu la prophétie, bah, il aurait peut-être grandi avec ses parents, il aurait jamais tué son père, et rien ne se serait passé parce qu'il aurait su que c'était son père, il aurait pas de raison de le tuer. En connaissant la prophétie, les humains ont agi en voulant changer le destin, mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que ça devait arriver. Donc en essayant tout le temps d'échapper à un avenir qui, entre guillemets, était écrit, ça y est, il a été déclaré. Et c'est ça le principe de la prédiction, c'est que finalement, s'ils n'avaient pas agi de cette façon, ça serait peut-être jamais arrivé, mais ça devait arriver sur ce chemin. Après, Ouais. on entre dans des considérations un peu compliquées parce qu'il y a des notions de karma, de devoir payer des dettes, parce que c'est aussi le principe d'Oedipe. La famille d'Oedipe, ils avaient fait des choses. Le père avait violé quelqu'un, donc le fils devait payer. Donc il y a quand même des notions un peu de karma, de transgénérationnel et de plein de choses dans l'histoire. Et c'est ce qui se passe aussi pour nous. Les mythes sont hyper intéressants parce qu'ils permettent de comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre conscient. Ils expliquent en fait toutes les dynamiques de karma, de ce genre de choses, de façon très inconsciente et nébuleuse, mais ça nous permet de... C'est le parfait exemple. Donc nous, en tant que médium, on est des outils, uniquement des outils pour transmettre ce qui de toute façon va plus ou moins arriver. Trop Et puis intéressant. parfois, ça... Ouais, c'est hyper intéressant. Et parfois, ça permet de changer le chemin. Si tu vois, je te dis demain, et attention, c'est pas votre cas, demain, tu vas prendre ta voiture, tu vas faire un accident. Tu peux aussi te dire, ok, bah demain je sors pas de chez moi, je vais être tranquille. Et puis finalement, il n'y a pas d'accident et tout va bien. Hmm. Donc ça marche dans les deux sens. Ça m'amène à ma prochaine question. Du coup, est-ce que toi, tu crois au destin écrit? Est-ce que tu crois que tout est écrit? Ou qu'il y a comme plusieurs possibilités et à chaque instant, on prend la possibilité qui nous appelle le plus? J'avais lu un exemple soufi que je trouvais très intéressant, qui disait en fait le destin, c'est comme une flèche qui est tirée avec une cible. Et la flèche de toute façon va aller dans cette cible. Ça, c'est le destin. Par contre, celui qui tire sa direction, sa puissance, où il se place, le vent, les froissements du vent, de quelle façon elle va arriver dans cette cible, ça appartient au tireur. Et c'est Hmm. exactement ça le destin, c'est-à-dire que il y a des éléments qui sont écrits,
il y a certaines choses qui vont arriver et on ne pourra pas le changer, notamment la mort, c'est comme ça. Mais par contre, on se dirige tous vers là, donc super. Mais par contre, la façon dont on va l'atteindre, la façon dont on va le vivre, les choix qu'on va faire, les personnes qui vont nous accompagner pour un temps ou un autre, on le décide. Le fait qu'on rencontre telle et telle personne, c'est écrit. Par contre, le fait qu'on décide de les garder dans notre vie ou pas, c'est nous. Et plusieurs fois, tu parlais de notion de karma. C'est quoi, toi, ta vision du karma et ta définition? Super, j'adore quand tu me dis ma vision. C'est très bien. Oui, c'est ma vision. Donc ça n'appartient qu'à moi et c'est super de le souligner. Pour moi, le karma, c'est une énergie neutre. Donc on peut dire karma positif, karma négatif. Ok. Ça correspond à nous comment on le perçoit. Mais en réalité, le karma, c'est une énergie comme d'équilibre, de rétribution. C'est comme de l'argent. C'est qu'est-ce qu'on paye par rapport à nos actions. C'est pas négatif, c'est pas positif, mais ça va entraîner des événements pour équilibrer les choses. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'arrive, je te donne un bon coup de poing. Demain, tu viens, bah, tu me fais un croche-patte. Voilà, karma, tout simple. C'est pas grave, il s'est rien passé. Et c'est la même idée un peu partout. C'est-à-dire qu'on paye, on va dire ça comme ça, plus ou moins nos actions. Alors évidemment, les actions vertueuses entraînent de belles choses, des choses vertueuses autour de nous. Et puis les actions un peu moins reluisantes, elles entraînent bah, des leçons. On va pas dire des choses négatives, mais des leçons qui nous permettent après bah, de ne plus refaire ces actions. C'est pas forcément un coup dans la tête. Alors parfois ça va être comme ça parce que c'est comme ça qu'on va comprendre, mais c'est des choses qui nous font pas forcément plaisir. On apprend moins facilement avec des actions positives. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, dans ta même vision, lorsqu'il se passe quelque chose de négatif, est-ce que ça rééquilibre la balance du karma ou est-ce qu'on continue toujours à être dans un déséquilibre où il faut faire des bonnes actions pour équilibrer? C'est quoi? Ça dépend. Est-ce qu'on a compris la leçon ou on l'a pas comprise? Ok. C'est-à-dire que plus l'action va être, on va dire, on l'a comprise, on sait on a merdé, on sait qu'on a fait une bêtise, on se dit, ok, j'arrête, je fais plus ça. Ok, super, il n'y a pas de raison que ça nous retombe dessus. Par contre, on continue et on réitère, non, on le paye. Alors l'exemple aussi, c'est que après, c'est des dynamiques qui se voient sur des vies antérieures et sur des générations. C'est-à-dire qu'on peut payer entre guillemets le karma d'un membre de notre famille et ça se répercute sur nous. Et on paye aussi le karma de nos vies antérieures, donc de nos actions passées. Donc tout ce qui se passe dans notre vie actuelle n'est pas que la dynamique de notre vie à nous, notre vie actuelle. C'est aussi des dynamiques familiales et des dynamiques antérieures. C'est pour ça que la vie, elle est compliquée, qu'on rencontre des gens, qu'il se passe plein de choses. C'est génial. Mais du coup, toi, dans ce que tu partages, c'est-à-dire que tu crois en des vies antérieures, que c'est pas notre première vie et qu'on va en vivre plusieurs, c'est bien ça? Oui, dans le sens où ma vision de la dynamique, on va dire, de la vie, bien sûr, c'est encore une fois ma vision, c'est que on ne cesse de revenir encore et encore pour parfaire notre travail jusqu'à qu'on arrive à être parfaitement et entièrement avec Dieu, avec la source, et d'être dans cette totale acceptation, dans ce total amour et dans cette neutralité, on va dire ça comme ça. Hmm. C'est super intéressant. On a divagué sur plein de sujets. Pour revenir un petit peu Mm. à toi, à ton parcours, tu disais que tu avais fait des études de médecine, donc que tu étais médecin. Est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques toujours la médecine? Alors là, pour l'instant, non, parce que j'ai bifurqué de spécialité, parce que j'étais dans l'esthétique et c'était très bien. Mais j'aimerais bien là me diriger en cardio. Ok, wow, super. Je te pose cette question pour comprendre comment tu vis aujourd'hui le lien entre médecine, côté très scientifique, et plus médiumnité, spiritualité dans ton quotidien. Enfin, en gros, dans ton quotidien, est-ce que tes capacités médiumniques s'ajoutent un petit peu avec la médecine? Bah, ça serait mentir que de dire non, je me coupe complètement. Évidemment qu'elles se mêlent parce qu'elles font partie du ressenti. C'est comme si tu me disais, est-ce que quand tu travailles, est-ce que tu arrêtes de sentir? Tu sens aucune odeur. Tu vois, ça fait partie des sens.
chez tout le monde, hein, pas que chez moi, mais c'est juste que chez moi, c'est très, 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 très développé parce que je l'ai développé et que c'était mon chemin. Mais on utilise tout le temps tous nos sens. Notre intuition est tout le temps présente. Donc, ça serait mentir de dire, ah bah non, je me coupe complètement. Mhm. Oui, bien sûr, c'est toujours présent et ça me permet toujours de sentir les choses ou de sentir qu'est-ce qu'un patient attend ou quel est son besoin ou pourquoi c'est comme ça. Ça te permet parfois aussi d'avoir cet instinct. Mais par contre, je vais pas faire une guidance pour poser un diagnostic. C'est bien plus simple pour moi de mobiliser des connaissances que d'aller chercher comme ça et d'essayer de deviner les choses. C'est-à-dire que je vais là où c'est le plus pratique. Je vais pas vraiment essayer de ouais, de deviner parce que justement ça me prendrait trop de temps. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un moment où tes capacités médiumniques t'ont vraiment aidé à débloquer des situations pour un patient ou autre? Tu t'as senti que ça a vraiment fait la différence? Ouais. Alors, je vais parler un peu technique, je suis désolée, mais bon, s'il y a des soignants, ils vont comprendre. J'étais en examen, d'accord? Donc, j'avais un patient et j'avais un médecin, donc un professeur qui était là et qui regardait donc mon travail de A à Z. Et j'arrive et selon l'anamnèse du patient, donc l'histoire du patient, donc on arrive, on interroge un peu le patient pour savoir ses antécédents et qu'est-ce qui se passe dans sa vie et puis ses symptômes. Et je commence à l'interroger et il me donne mais les symptômes mais typiques d'une maladie de la poitrine euh, et qui n'a rien à voir avec autre chose. Donc bon bref, il me donne mais l'historique mais typique, les symptômes et tout. On aurait dit le vraiment le sujet du livre. Donc j'étais super contente. J'étais là, ok c'est bon, j'ai torché l'examen. Je vais lui proposer je sais pas quelle analyse et puis les analyses vont venir comme ça et puis ça va aller. Et donc, ça y est, c'est bon, c'était pour moi parce que bien sûr, après, on examine le patient à la main. Et puis, tu sais, tu es censé avoir des signes physiques de certaines choses. Et il s'avère qu'en sentant le patient, bon, après, il y a aussi la partie pratique hein, qui fait que mais j'étais trop jeune médecin pour avoir senti comme il faisait. Je commence à sentir mon patient et normalement, dans le BPCO, donc, c'est une maladie où les poumons deviennent, on va dire, très larges, deviennent très vides. Et donc, quand on tape dans le patient, on entend du vide. Donc, j'arrive et en tapant dans mon patient, je vois que c'est rempli. Et en fait, c'était rempli de pus. Et en faisant l'examination du patient, je donne des résultats totalement différents de ce qui était attendu. Donc quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que là, les bronches étaient complètement serrées, remplies de pus. Donc ça correspondait pas du tout à l'histoire du patient et à ses symptômes. Et j'étais là, mais alors là, par exemple, dans un examen normal, ça aurait été une erreur, mais fatale. J'aurais raté mon examen. Et je sais pas pourquoi, je me laisse totalement aller et je lui donne mais des résultats totalement différents de ce qui était attendu. Et donc, je commence à réciter tout ça. Et le médecin, il me regarde complètement étonné. Et là, les résultats du labo reviennent avec ses analyses et sa radio de poitrine. Et là, on voit que sa poitrine est remplie de pus. Et en fait, il commençait à faire une bronchiectase. Donc, il commençait à faire une infection de la poitrine. Et finalement, ses poumons se sont remplis de pus. Donc là, le diagnostic était totalement différent, mais le patient avait pas encore les symptômes, il n'était pas encore symptomatique. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et là, devant toute ma promo, donc on était 500 personnes, le professeur m'a sorti devant tout le monde, il m'a applaudi. Et il a fait bravo. C'est la première fois que je vois ça chez un jeune médecin. Je suis époustouflée. Et il m'a présenté à chaque professeur en disant, regardez, c'était là, c'est un futur prodige. Et j'étais super fière de moi. Et j'étais là, oh là là, t'as trop bien réussi ton coup et tout. Et finalement, avec le recul, je me dis non, mais en fait, c'est juste la médiumnité, la honte. Mais c'était pas que j'étais un jeune médecin prodige, mais je pense que c'était juste ma médiumnité à ce moment-là, mon intuition qui a parlé. Et je me suis totalement laissée porter par cette intuition, même si c'était pour le coup totalement contraire à ce que m'avaient appris les livres. Hmm. Parce C'est que super, normalement, tu as tout l'ensemble. ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, si on part du principe que en tant qu'être humain, on est certes un humain physique, mais aussi spirituel,
finalement, toi, tu as juste assemblé les deux. Donc, tu es un super médecin prodige. C'est juste que t'étais la seule de ta promo à être connectée à ça. Mais est-ce que c'est pas justement l'avenir d'être connecté à quelque chose de très scientifique, très palpable, très concret et à la fois très intuitif, énergétique sur les choses plus qu'on comprend pas? Alors moi, je pense pas être médecin prodige, pas du tout. Je vais pas m'envoyer des fleurs comme ça. Par contre, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on devient bien meilleur dans peu importe dans tout ce qu'on fait quand on arrive à unifier des dualités. C'est-à-dire que quand on arrive à être à la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel, ce qu'on délivre au monde est bien plus intéressant que quand on est juste dans le spirituel ou juste dans le monde physique. Alors évidemment, il n'y a pas tout le monde qui en est capable et il faut aussi des gens qui font les deux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est prof de sport et qui est en train de faire vraiment du sport, bon, c'est son travail, il est dans quelque chose de très mécanique. Bon, il va te dire des enchaînements de sport, il n'est pas là pour te dire, mais attends, la spiritualité, c'est pas son travail. Comme quelqu'un, je sais pas, qui te fait des bâtiments, un ingénieur ou un architecte, il n'est pas là non plus pour te dire, attends, je sens que les murs sont en train de me raconter des trucs. C'est pas son travail. Donc, parfois, il faut garder une certaine objectivité. Et puis, comme personne qui est totalement dans le spirituel, on ne demande pas à un prêtre, tu vois, qui fait des messes toute la journée et dont c'est le seul travail, ou un prêtre exorciste ou je ne sais quoi, d'être en même temps autre chose. Je sais pas, tu vois, je te donne des exemples qui sont peut-être pas les bons, mais il faut de tout. Mais dans l'idéal, pour la plupart des gens, pour la majorité, ça serait intéressant d'avoir les deux dualités. Et dans ta vie, comment ça t'a aidé ta médiumnité ou tes capacités? Mais dans tout, ça m'a aidé dans tout. Tu as un On ne peut exemple pas à mentir, c'est partager qui t'a marqué où tu t'es vraiment dit, waouh, je suis vraiment béni des dieux d'avoir ces dons. mais dans tout, c'est-à-dire que combien de fois je demande quelque chose à l'univers, 2 secondes après, ça m'arrive, parce que justement, je suis super connectée, donc forcément, je manifeste mieux. Peut-être pas super bien, mais déjà beaucoup mieux. J'ai arrivé à construire tout ce que j'ai construit, mais grâce à la médiumnité, j'ai une vie qui est quand même très très sympathique, mais grâce aussi à la médiumnité, au fruit de mon travail, mais c'est la médiumnité qui est derrière tout ça. Non, ça m'a aidé dans plein de choses, dans beaucoup de moments. Certainement, ça a dû m'éviter beaucoup de situations catastrophiques aussi, parce que j'arrive à sentir dès le début que ça sent pas bon et de m'enlever de là. J'ai rarement eu des trucs affreux dans ma vie. Alors, je me suis fait arnaquer, pas de souci, mais je pense que j'ai jamais vécu des choses terriblement catastrophiques, justement parce que dès le départ, j'avais cet instinct qui était chez moi, Mm. qui me disait, OK, là, c'est pas bon, évite ça, ça ne fait pas, ça évite ça. Donc, ça m'a certainement sauvé de plein de choses. Ok, super. Donc tu expliques que tes dons t'ont protégé, t'ont guidé quelque part. Et aujourd'hui, tu expliques que ta médiumnité t'a emmené à créer un peu cette vie dont tu as toujours rêvé. Et Mhm. comme, je ne sais pas si tu le sais aujourd'hui à Duspity, mais nous, on accompagne des entrepreneurs du bien-être et on a beaucoup de personnes qui ont des capacités, mais ils se sont bloqués parce qu'ils ont des croyances en se disant, ben, mes dons doivent être gratuits. Est-ce que toi, tu as ressenti cette croyance à un moment donné en développant ton activité? Alors, pas du tout. Super intéressant. Mais j'adore vos questions, elles sont géniales. Pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'un point de vue énergétique, pareil, ce n'est pas éthique. C'est-à-dire que quand on est en train de faire notre travail de façon gratuite, la personne en face de nous, elle nous est redevable. Donc, on est en train de créer du karma, entre guillemets, négatif. C'est-à-dire que la personne doit nous servir à quelque chose. Donc, on est juste en train de condamner cette personne à avoir une dette envers nous. Alors, Oh. cette dette, il va peut-être pas la payer cette fois-là, mais il va la payer peut-être dans une autre vie. Alors après, on se retrouve dans une vie, je ne sais où, ça devient notre esclave. Tu vois, je vais dire des bêtises, mais quelle horreur! Pourquoi créer de telles dettes avec des personnes? Donc déjà, la personne nous est redevable. Donc d'un point de vue spirituel, c'est pas bon du tout. Derrière, en dehors de ça, quand la personne n'échange rien et qu'on est entre guillemets exploité quelque part, parce que c'est ça qui arrive, ben on délivre pas la même qualité de travail, malheureusement. Donc on va se mettre à travailler et puis finalement on va être épuisé et puis le burn-out parce qu'il n'y a pas de gratification derrière. Donc bon, qu'est-ce qu'on délivre à la personne? Bah, on délivre ce qu'on peut, mais ce n'est pas ce que la personne a payé. On délivre ce qu'on peut. Donc ce jour-là, je suis pas de bonne humeur, bah écoute, tu prends ce qu'il y a, c'est comme ça et pas autrement. C'est pas pareil quand on se dit, bah mon travail, il vaut tant, telle somme, peu importe la somme qu'on a fixée, donc je me dois de fournir la même énergie à chaque personne. Et je me dois d'avoir une exigence aussi de qualité. Elle a payé. Donc c'est pareil quand on va chez un boulanger et qu'on va acheter sa baguette.
Si le boulanger nous fait la baguette gratos, on se dit, ouh là là, il y a un truc derrière. Soit il essaie de me vendre quelque chose, soit la baguette, la farine, elle est un peu bizarre. En règle générale, on paye pour le service qu'on doit recevoir. Et c'est bien. Et ça crée une neutralité. C'est-à-dire que moi, quand la personne me paye, ben, je suis pas en attente de quoi que ce soit derrière. C'est-à-dire que la personne en face, elle est en attente d'un service que je dois lui fournir. C'est c'est un rapport de force, mais inconscient. C'est-à-dire que la personne a payé, je suis en devoir de lui donner quelque chose en face. Et une fois que je lui ai donné ce qu'il y avait à donner, le service est terminé, il n'y a plus rien, on ne se doit rien. Donc c'est une exigence, et même au niveau énergétique, c'est une exigence sur tous les points, émotionnellement, psychologiquement, physiquement parlant. On n'a pas choisi, c'est comme quelqu'un, je sais pas, moi, qui dessine super bien, qui fait des tableaux. On se dirait pas, ah, bah, il dessine super bien, il est né avec les tableaux. Bah, si moi j'ai envie de me le mettre dans le salon, bah, il doit me le donner. Quoi, de quel droit? Il prend de son temps, il prend de son énergie, il est fatigué, puis en plus une guidance ou n'importe quel service, tu ressors de là, tu es lessivé Mm. parce que toute ton attention, toute ton énergie est sur cette personne pour essayer de capter les informations qui seraient bonnes pour elle. Donc pendant une heure, donc moi quand c'est un rendez-vous d'une heure par exemple, pendant une heure, mais je suis totalement et entièrement focalisée sur cette personne. Donc tu finis, mais déjà t'es crevé, t'es lessivé, et ça prend de l'énergie vraiment. Mm. Je Super. préfère une consultation de médecine qu'une consultation de médiumnité, pour Ah. te dire. Ah, wow. Ok. Parce que ça te demande plus de ressources intérieures de Oui, faire du- largement, largement, largement. En tant que médecin, déjà, tout de suite, la personne, elle est dans un état de confiance, parce qu'on a les études, donc il y a une légitimité. Elle va écouter de toute façon ce qu'on lui dit. Et puis derrière, on est là, on écoute ce qu'il y a, on cherche dans notre tête ce qui se passe, ça nous prend 5 minutes chrono, on fait ce qu'il y a à faire, on lui donne les médicaments s'il y a des médicaments, on fait le soin quand il y a un soin à faire, et c'est fini. Ça ne demande même pas le quart de l'énergie d'une séance. Ouais, c'est clair, ça fait sens. Et Fabien te posait la question tout à l'heure, donc comment t'ont aidé Mhm. les capacités extrasensorielles? Donc tu disais plein de choses formidables. Est-ce qu'à l'inverse, parfois tes capacités extrasensorielles, elles t'ont dérangé à un moment dans ta vie? Oui, mais pareil tout le temps. C'est-à-dire que c'est ma plus grande bénédiction comme ma plus grosse malédiction. Déjà, ça te coupe complètement des autres gens, puisque mine de rien, les autres gens, ils vivent leur vie, ils se disent pas, mais attends, lui, il m'a dit un truc, mais dans sa tête, j'ai capté qu'il ressentait autre chose, parce que malheureusement, même si on se coupe des autres, on perçoit les choses malgré nous. Donc, quand quelqu'un a un petit sentiment négatif qui est tout à fait ok et qui est pas grave, tu vois, un petit sentiment négatif, genre, ah, un préjugé, je sais pas, celle-là, sa tête me revient pas, tu vas le ressentir tout de suite et tu vas te sentir mal, tu vas dire mais pourquoi, qu'est-ce que je lui ai fait? Alors qu'en soi, je serais sans ses capacités, je le sentirais même pas et ça serait des interactions humaines beaucoup plus faciles, saines, facilitées sur tous les points. Non, c'est une malédiction, ça te coupe des autres, t'as pas du tout le même rapport à l'autre, t'es bien plus drainé dans tes rapports à l'autre, t'as beaucoup plus de mal à créer du lien puisque t'as envie de vivre du vrai, mais le vrai dans quel sens? Puisque tout le monde porte des masques et c'est normal et c'est sain. Mais le problème, c'est que toi, tu es en attente de plus alors que la réalité n'est pas comme ça. Hmm, je Donc tu comprends. vis tout le temps entre deux mondes tu adores cette espèce de monde idéal où tu ressens les choses, où il y a de la paix, de l'amour, mais qui n'est pas la réalité, parce que c'est pas la vie. Et puis il y a la vraie vie qui est forcément bien plus décevante. Alors certes, t'es avantagé par rapport aux autres. Certes, c'est vrai que j'ai une vie qui ferait rêver énormément de personnes, mais quelque part, je paye le prix. Super fort, j'avais jamais pris conscience de ça. De l'autre Oui, côté. oui, c'est très, très lourd. Et puis, tu as tout le temps une responsabilité. Puis, tout le temps, tu te dis, mais ils voient pas les mêmes choses que moi. Donc, finalement, je suis en devoir d'être plus tolérant, d'être plus gentil. Mais nous aussi, parfois, on a envie d'être con, on a envie d'être chiant, on a envie d'être en colère, on a envie de faire comme on aurait envie de le faire. Mais il Hmm. y a cette espèce, pareil, d'éthique qui te dit, mais non, bah, si t'es conscient, t'as pas le droit. Donc tu vis tout le temps un peu tendu comme ça, tu vois, comme un petit élastique. C'est très difficile. Mais je peux pas me plaindre, c'est une bénédiction en même temps. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles t'as pas forcément envie de t'exposer physiquement? Donc tu t'exposes énormément parce que tu contribues beaucoup, mais tu as fait le choix de pas te montrer physiquement ton image. Est-ce que ça fait partie de ça, du fait que tu te protèges? Alors, en tout premier, c'est pour ne pas être radié de l'ordre des médecins.
tu vois, aussi simple que ça. Et après, en dehors de ça, j'ai pas envie qu'on me pose une image. On se dise, ah, mais la douce Pity, elle ressemble à ça. Ah ouais, ok. Donc, bah, elle va être comme ci, elle va être comme ça. J'ai envie d'être très universelle. Et j'ai envie qu'on apprécie mon travail, pas parce qu'il y a une image marketing derrière qui est sympa, mais parce que ce que je délivre comme travail est intéressant. Ok. Je veux vraiment que mon travail uniquement parle pour moi et qu'il n'y ait pas derrière une image à laquelle on s'attache. J'ai pas envie d'être un gourou. J'ai pas, même si, franchement, ça me faciliterait le travail. Et puis c'est gratuit. Mine de rien, ça fait du bien à l'ego. Parfois, on a besoin d'un petit coup de boost. Tu sais, que quelqu'un te dise, ah, mais c'est super intéressant. Tu vois, de raconter ta vie, j'aurais l'impression d'avoir des amis constamment. Tu Mm. racontes ta vie, les gens, ils te regardent, ils s'intéressent à toi. C'est agréable. Je peux pas mentir. Je peux pas dire, ah, je suis super consciente, je m'en fous de ça. Non, je m'en fous pas. Ça ferait du bien. Mais je me dis, on va peut-être pas céder à la tentation. C'est trop intéressant. Est-ce que tu penses pas que... Donc c'est clair que dans toute chose, il y a les deux parties, mais le fait que tu utiliserais ton image, donc du coup ça se passera pas, mais si tu utilisais ton image, ça amplifierait pas ton travail ou ta contribution? Si, bien sûr. Si, bien sûr, mais il y a le risque derrière de tomber dans une dérive, et j'ai peur de cette dérive. Mm. Donc, je préfère perdre en, entre guillemets, puissance, en impact, et c'est une stratégie pour moi, tu vois, de perdre en puissance, en impact, en satisfaction, en connexion avec les autres, mais gagner derrière en neutralité, en éthique, en distance. Parce que je veux vraiment pas tomber dans ce piège, parce qu'on est tellement... Je suis qui pour me dire je suis mieux que tous ces gens qui étaient des super gourous, qui à la base ont des idées spirituelles absolument intéressantes, mais qui finissent par devenir gourous. Je préfère pas me donner cette tentation-là. Qu'est-ce qui te fait peur à l'idée d'être catégorisé comme un gourou? Ce qui me fait peur, bah, c'est le plaisir que j'en prendrais, de recevoir de l'amour constamment, de l'admiration, et finalement d'avoir du pouvoir sur les autres. Oh. C'est pas déjà un petit peu le cas? C'est déjà le cas, évidemment, mais tu imagines si justement je mettrais mon image en plus? Ouais, ça serait plus, ouais. C'est-à-dire que j'ai déjà énormément de personnes qui me disent oui, je suis tellement contente d'être avec toi, qui m'envoient des messages constamment, qui me racontent toute leur vie, qui m'envoient des cadeaux pour mon anniversaire et des personnes que j'apprécie réellement. Mais tu imagines si j'ai ça toute la journée et des personnes. Alors maintenant j'ai des cadeaux pour mon anniversaire, mais imagine ça peut être des gens, quelqu'un qui va m'offrir une voiture, quelqu'un qui va. Mais qui va refuser un truc pareil? Tu vois, quelque part je me dirais mais si la personne a envie de m'offrir une voiture, tu vois, un truc aussi bête que ça, pourquoi je lui dirais non? Il a les moyens, il m'achète une voiture. Alors, j'ai pas envie de m'exposer à ça. J'ai pas envie de me dire, OK, il y a un moment donné dans ta vie, tu vas recevoir plein de choses, tu vas avoir plein de pouvoirs. Est-ce que tu vas être capable de poser des limites? Je trouve que ça sera beaucoup plus dur. Donc, je préfère dès le départ ne pas me mettre dans cette difficulté. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui rêveraient d'avoir ta vie, puis on voit ta contribution, même nous, on a fait appel à tes services, et on voit tout le temps Mm. sur les réseaux sociaux des personnes qui sont satisfaites de ton travail. Donc on en déduit que tu as une certaine abondance. Comment tu as fait pour les personnes qui vont nous écouter? Comment toi tu as fait pour manifester cette abondance? Ou comment les personnes qui nous écoutent, comment ils pourraient créer plus d'abondance dans leur vie? Alors, je vais te parler encore une fois de mon expérience à moi Bien et sûr. de ce que j'ai pu voir dans ma vie. Déjà, d'une part, je suis quelqu'un qui est une acharnée de travail. C'est-à-dire que durant mes études, j'ai fait des études de médecine, je travaillais pendant l'été, je faisais deux jobs en même temps. Le soir, je travaillais à Starbucks, je finissais à 1 heure du matin pour avoir de l'argent, pour en même temps assurer mes études, parce que j'avais pas du tout les moyens de gérer plein de choses en même temps. Donc j'étais une acharnée de travail. J'ai jamais rechigné à bosser dans les trucs, faire serveuse, faire vendeuse. Tu vois, pour moi, les bas métiers, j'ai jamais rechigné à le faire. Alors, j'étais en médecine et quand j'étais vendeuse, je me rappelle, j'avais des personnes qui venaient acheter et qui me regardaient et me disaient, mais vous êtes que vendeuse, vous ne savez rien, vous êtes que vendeuse. Et je les regardais, je répondais même pas parce que dans ma tête, je me disais, mais si tu savais, je suis médecin et bientôt un jour, ça sera moi qui t'opère de ton appendicite, mais c'est Non. pas grave, je ne dis rien. Et je me rendais compte à quel point, mais ça m'a fait du bien en fait finalement d'avoir cette espèce d'humiliation et de voir ce que c'est bah, d'être humilié, d'être dénigré, d'être mal considéré parce que tu fais un sous-métier, parce que t'es rien, parce que dans la société tu représentes pas grand-chose. Je suis contente d'avoir vécu ça et d'avoir vécu ce que c'est de galérer financièrement, de se dire oh là là,
j'ai peur de pas m'en sortir, j'ai peur de comment ça va se passer. Tu vois, je suis contente de l'avoir vécu parce que ça m'a énormément apporté. Mais bon, bref, j'étais une acharnée de travail, et major de promo parce que ça me permettait d'avoir des réductions sur mes frais de scolarité. Donc, pour vous dire, je disais, j'ai énormément travaillé donc durant mes études de médecine. Après, pour vous dire, j'étais vendeuse, je suis passée directrice de boutique, j'ai travaillé chez Hermès, j'ai fait du luxe, j'ai fait absolument. Donc ça m'a appris ça m'a appris le marketing, alors que c'est pas du tout mon domaine. Hein, je suis vraiment une grande scientifique, donc je suis passée par la vente. Finalement, ça m'a aidé. J'ai travaillé vraiment dans tous les endroits. Quand j'étais en médecine, j'étais au service. Donc mine de rien, quand tu as des patients, puis en plus enfin, j'étais en Égypte, donc c'est-à-dire que les gens étaient par terre. Je voyais des gens dans une misère totale, des gens qui se soignaient pas parce que ils servaient de cobayes, parce que quand on est étudiant en médecine, on a besoin de gens malades pour faire les examinations. Et donc, c'était des malades qui étaient chroniques, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tour de toutes les facultés. Vous imaginez même pas la misère qui existe dans ce genre de pays. Et qui avaient, je sais pas, une cirrhose du foie. Et pour qu'on apprenne à palper une cirrhose du foie, parce que le foie devient tout dur, ben, il gardait sa cirrhose et puis il faisait le tour de toutes les facultés. Enfin, des trucs qui sont même pas imaginables, des enfants malades, des troubles génétiques, enfin, des choses absolument épouvantables. Donc déjà, ça fout un petit coup quand on vient de Paris, même si je viens pas du tout d'une famille riche, mais qu'on vient de Paris et qu'on arrive au Caire et qu'on voit la misère de gens qui ne mangent pas, de gens qui souffrent. Donc on est là en train d'être dans des conditions épouvantables pour les soigner. Déjà, ça aussi, ça met une certaine humilité et ça te dit, OK, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire sur cette planète. Et après, la médiumnité, comment j'y suis arrivée, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la médiumnité, je ne faisais que du gratuit. C'est-à-dire qu'avant de dire, OK, j'exige de l'argent, j'ai travaillé mais des jours et des jours entiers en plus de ma médecine pour offrir mon travail aux gens et voir est-ce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose d'intéressant, est-ce que je peux améliorer quelque chose? J'ai changé énormément et pendant, on va dire, 1 an au minimum, c'était que du gratuit. Et je rechignais vraiment pas à le faire. Et il y avait pour moi pas de sous-tâche. Donc je n'hésitais pas à offrir mes services et dire voilà, tu testes, si tu aimes, tu affiches. Tu n'aimes pas, tu me le dis. Et j'essaie d'améliorer. Alors très heureusement, ça plaisait, mais j'ai fait ça, mais pendant des mois et des mois. Et donc si j'ai un conseil, c'est le travail paye, vraiment. Le travail paye et plus on est quelqu'un qui donne son énergie et qui essaye vraiment, vraiment et est acharné et qui a vraiment un objectif et qui lâche pas l'objectif, on y arrive. Mm. C'est une réalité. Ça fait un peu américain hein, de dire ça, mais c'est vrai. C'est qu'il y a vraiment une notion de jamais lâcher, d'avoir aussi beaucoup d'exigences avec soi-même, d'étudier tout le temps, d'apprendre plein de choses, d'essayer d'offrir quelque chose d'unique, quelque chose de différent, de toujours être dans cette posture de OK, j'apprends, 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 et je vais voir qu'est-ce que je peux faire de mieux, et d'être au service et d'essayer vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je peux apporter de différent? Qu'est-ce que je peux faire de bien à quelqu'un? Et à la demande. C'est-à-dire que encore maintenant, je fais de nouvelles prestations, je tente de nouvelles choses selon ce qui me revient des personnes qui sont là. Ah, écoute, moi, j'ai plein de problèmes par rapport à ça. OK, bon, bah, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme rituel. Et je tente. J'essaye. Alors, bien sûr, j'ai plein de cobayes dans ma famille et je vois est-ce que ça marche ou pas. Et si ça marche, je mets en place des protocoles, je les essaye une fois, 2 fois. Alors au début, je les propose juste comme ça à la demande. J'essaye, je vois avec la personne sans être payée, et puis je vois le feedback. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que j'améliore jusqu'au moment où je dis OK, mon produit est fini, il est bon, j'y vais, je le lance. Ok. Donc c'est vraiment comme les phases, tu sais, les phases tests quand ils font un produit cosmétique et qu'ils l'essayent sur des gens et puis après ils le mettent. C'est exactement pareil. Donc, pour créer l'abondance, je pense que ça se crée réellement. Bon, après, je peux pas mentir, la médecine m'a créé l'abondance parce que j'ai travaillé aussi pour ça. Donc, j'ai beaucoup gagné d'argent grâce à la médecine. Et après, j'ai créé l'abondance sur la douce pitié en étant, mais totalement dédiée à mon travail. Ouais, les points que j'ai notés là par rapport à ce que tu nous as partagé, c'est en effet le travail paye, donc être une acharnée de travail. J'ai vraiment noté et ressenti le don de soi. Ouais. Voilà, que tu te donnais à fond dans ce que tu faisais, que ce soit dans le travail, Oui, dans le métier de vendeur, au Starbucks. À chaque fois, tu étais dans le don de toi. Et on le sent également dans le travers de la Duspity. Mais malgré, enfin,
malgré tout ça, il y a quand même une certaine humilité qui faisait que tu gardes vraiment les pieds sur terre et qui te permet d'avoir encore plus d'abondance. Tu as partagé également cette exigence de s'améliorer constamment, de tester et d'améliorer. Oui, Et de oui. poser la question, qu'est-ce que je peux apporter de différent dans ce monde? Comment je peux être dans la contribution, mais apporter quelque chose d'unique et différent? Voilà les points que j'ai notés. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et de l'exigence, c'est très très important de dire ce que je vais le faire, mais je vais faire le mieux possible pour moi. Et c'est pas le mieux possible, une exigence de perfection, c'est-à-dire le mieux possible dans le monde. C'est le mieux possible selon moi, ce que je suis capable de faire. Parce être parfait, ça n'existe pas. Par contre, faire le mieux possible vis-à-vis de soi, c'est très important. Et dans ton histoire, tu parlais également de ta famille, que tu as des cobayes dans ta famille. Je suis curieux de savoir comment eux, ils ont pris l'expérience, Mm. de savoir que tu es une médium, comment ils Bien. l'ont Je vécu. suis curieuse aussi. Alors, je vais vous raconter un truc super drôle. C'est que la seule personne qui a été étonnée que je sois médium, je crois que c'est moi-même. C'est-à-dire que ce qui est trop rigolo, c'est que quand des amis du lycée apprennent que je suis devenue médium, ils disent tous, ah ouais, pas étonnant. Hmm. Alors que moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, au lycée, j'étais une fille, j'étais en S, terminale S, alors je sais plus comment ça s'appelle maintenant. J'étais totalement lambda, j'avais pas l'impression d'être la fille avec sa boule de cristal, tu vois. Moi, si on me disait qu'une fille dans ma classe est devenue médium, je me dis, oh là là, c'est incroyable. Alors que là, ça n'étonne absolument personne. Donc je me dis, ok, je devais être un petit peu plus bizarre que ce que je pensais. Et après, pour ma famille, ben, alors que ma famille n'est pas du tout dans ce domaine. Alors, mais vraiment pas. C'est des personnes très terre à terre, pas du tout dans la spiritualité. Ils ont jamais consulté de voyant, c'est pas du tout leur délire. Et finalement, bah, ils y croient parce que c'est moi. Ils disent, ah oui, mais pour toi, c'est ok, bien sûr. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que ça n'a étonné absolument personne. C'est comme si ils le savaient déjà et que j'avais pas eu besoin de faire mon coming out. Pour eux, c'était vraiment ah ok, tout était naturel. Tu vois, je faisais mes guidances parfois devant mes parents et ils me disaient mais comment tu fais pour savoir? Tu vois, par exemple, je dis ah attention ta thyroïde et une personne, j'écoute l'audio de la personne qui me répond qui me dit heureusement que tu m'as dit pour ma thyroïde, je viens de la déclarer au bout de 2 ans. Et là Mm. t'as ma mère qui me regarde et qui me dit mais comment t'as fait pour savoir ce genre de choses? Tu vois, c'est vraiment comme un sketch et je lui dis bah je suis médium. Et voilà, l'histoire est passée. Ok. Et je crois que ça les étonne même plus. Ils ont l'habitude, ça fait partie du paysage. C'est comme si tu vois toujours quelque chose en face de toi, qu'on te dit, on te pose une chaussure devant toi, ça fait 24 heures et qu'on te dit, ah, t'as vu la chaussure? Tu vas dire, bah oui, elle est là, quoi. Moi, j'ai une question qui me vient depuis tout à l'heure. Tu disais que tu habitais en Égypte et c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup, ça m'appelle beaucoup l'Égypte. Pourquoi toi, tu as choisi d'habiter en Égypte? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a appelé là-bas? Alors, en tout premier, mon papa est égyptien. Ah, Donc, il y a quand même un background, on va dire, culturel ou peut-être transgénérationnel. Culturel, peut-être pas, parce que j'ai toujours vécu en France. On est très francisé, on va dire ça comme ça. On n'est pas du tout biculturel, comme on pourrait le dire. On est plutôt francisé. Je baragouinais l'arabe, mais sans plus. Mes sœurs, par exemple, ne parlent pas du tout l'arabe. Donc, enfin, on a des prénoms tout à fait français. Tu vois, on ne peut pas dire que voilà, j'avais la double. Je me suis sentie appelée, mais c'est comme toujours avec moi. C'est-à-dire que je sens les choses avant même de les comprendre. Je sais qu'il y a un truc à faire là-bas, donc je sais que je dois y aller, j'obéis à cette pulsion sans savoir pourquoi j'y obéis. Mais c'est comme ça. Et c'est super rigolo, tu vois, mais jamais compris. super puissant. Ça me fait penser à une personne qu'on accompagne où elle nous expliquait la même chose que toi, qu'elle va vraiment là où la vie l'emmène et après elle comprend, ça fait sens, tout s'aligne sur son chemin. Oui, c'est super. Et c'est génial. Alors, je dis pas que tout le monde devrait réagir comme ça, parce que sinon ça peut être assez catastrophique, mais parfois c'est bien de t'écouter. Est-ce que tout le monde peut développer ses capacités extrasensorielles? Alors oui, oui et oui. Tout le monde a des capacités, tout le monde peut le faire. Il y a personne d'extraordinaire et de magique et blablabla, et lui, il peut faire des trucs extra et moi, je suis trop nulle, je sais rien faire. Évidemment qu'on peut tous le faire, évidemment on a tous la capacité d'avoir de très bons résultats. Par contre, on n'est pas tous appelés à en faire notre travail. C'est la seule chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous destinés à être des Ladous Piti, à être sur Instagram et à passer notre temps à faire des prophéties parce que ça demande un entraînement particulier, une histoire particulière,
un chemin particulier. C'est l'univers qui te met en place, on va dire ça comme ça. Mais réussir à sentir des choses, à être connecté à ça, à faire des trucs super cool, proposer, savoir faire les mêmes choses que moi je sais faire, franchement, aucun souci. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer finalement le développement à ces capacités? Bah, le manque de conscience que ça existe. Quand déjà, dans le monde physique, on est en train de galérer. Alors, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Ouais. Oui. Ok, super. Bon, bah, ça reprend un peu l'idée de la pyramide de Maslow. Si on est dans un niveau, on va dire en bas, où on est en train de se battre avec la vie physique, manger, boire, parce qu'on galère financièrement, on est en train de se battre, on n'a pas le temps d'aller penser à attends, mais mes vies antérieures, j'irais bien dans les annales akashiques. On est déjà en train de galérer pour payer son loyer. On n'a pas que ça à faire. Et on n'est pas sensible à ça. Et c'est normal de pas y être sensible. C'est pour ça qu'on dit, ouais, les gens, c'est des moutons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement horrible de juger les gens, de dire que c'est des moutons parce qu'ils sont pas ouverts à la... Mais non, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Ils sont déjà en train de galérer sur d'autres plans. Qu'on leur donne les mêmes outils. C'est-à-dire que nous, quand on arrive à s'ouvrir à la spiritualité, c'est qu'en règle générale, on a été assez avantagés pour pouvoir accéder à ce niveau, à ce besoin de spiritualité. Alors, on peut avoir eu des épreuves de vie, il n'y a pas de problème. C'est que au moins on est safe sur certains endroits. On est sécurisé sur certains endroits. Ces personnes qui sont complètement fermées à ça, c'est qu'ils sont totalement insécurisés sur des niveaux inférieurs. Et donc, les traités de moutons, de gens stupides et de je ne sais pas quoi, c'est tellement nul. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce sont pas plus des moutons que nous. On est tous des moutons à notre façon. C'est juste qu'ils sont en train déjà de se battre avec ce qu'ils doivent gérer. Et c'est déjà assez compliqué. Mais évidemment, on a tous des capacités et plus on galère sur des sphères, on va dire, pas inférieures, parce que ça donne une notion de mieux et pas bien, mais sur des sphères émotionnelles, sur des sphères physiques, moins on a de temps pour aller penser à qu'est-ce qui va se passer dans ma vie antérieure. C'est normal. Est-ce qu'il y a des pratiques particulières qui peuvent aider les personnes à débloquer ces choses-là, pas forcément pour en faire un métier, mais à titre personnel, pour se sentir plus guidé, plus intuitif, plus conscient? Oui, j'imagine que la méditation, la prière, dès qu'en fait on se met en reliance à notre intériorité, à ce qu'il y a à l'intérieur et à être connecté au monde extérieur, la beauté aussi. Aller dans un, alors ça dépend de notre sensibilité artistique, mais aller dans un super musée et voir des belles choses, ça nous connecte à quelque chose de supérieur, à notre intuition. Aller dans la nature et dans une montagne, ça nous connecte à quelque chose. Aller, je sais pas moi, voir quelque chose, un beau spectacle, les émotions qu'on ressent, on est déjà dans du divin, on est déjà en train de se connecter à un truc supérieur. Quelqu'un qui vit entièrement dans de la beauté, il y a quelque chose de très spirituel dans cette personne. Donc oui, je pense que dès qu'on est dans l'intérieur ou dans une extériorité très éthérée, très belle, on est déjà en train de se reconnecter à nos capacités. Merci beaucoup. Hmm. Et on arrive bientôt à la fin. On a presque plus de questions, mais c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait passer des heures avec toi à te poser plein de questions. Mais on va respecter. J'adore. On avait une question sur la mort. Quel est, toi, ton rapport à la mort? À titre personnel, ça me terrorise complètement. J'ai pas du tout envie de mourir et j'ai pas du tout envie de voir mes proches mourir. Parce que je pense que j'ai pas envie d'être séparée des personnes que j'aime. J'ai pas peur du processus de la mort en lui-même, mais j'ai peur de la peine que ça pourrait engendrer chez les personnes que j'aime et après de voir les personnes que j'aime disparaître, tu vois, d'en être séparée. Bon, c'est un peu un déchirement. Alors les personnes qui arrivent à me dire, ah, tranquille, il est de l'autre côté, je sais qu'il est toujours là, mais j'admire. Parce que moi, je serais déjà en panique, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc, à titre personnel, c'est comme ça que je le vis, parce que je pense que je suis très émotive. Et par contre, d'un point de vue spirituel, je suis super relax avec. Mm. C'est très OK pour moi. C'est encore des dualités, je suis très dualité, hein. Je suis Gémeaux, donc ça va très bien ensemble. Et tu disais par rapport aux dualités, justement, que j'avais beaucoup aimé cette phrase, qu'on est beaucoup plus épanoui dès lors qu'on arrive à unifier nos dualités. Oui, c'est ça, exactement. Très bien dit. Mieux dit que moi, mais très bien dit. Toi qui l'as dit, j'ai juste répété ce que tu as dit. Ah bah magnifique. Je m'en rends même pas compte. Ouais, c'est super surprenant ta réponse par rapport à la mort. C'est vrai que moi, c'est tout, c'est pareil comme toi. C'est un truc qui me terrifie. J'ai très très peur aussi de partir et très très peur de voir mes proches partir. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai pu entendre un médium en parler, c'était toujours très
très, ouh, très spirituel, très, c'est pas Bah vrai, oui, c'est comme ça. ils trouvent ça magique, nébuleux, c'est qu'un passage. Bah franchement, parle pour toi, quoi. Moi, j'ai vraiment pas envie de voir les autres passer de l'autre côté. Mais je le comprends. Enfin, j'aimerais beaucoup avoir cette tranquillité d'esprit. J'aimerais beaucoup. Bon, peut-être c'est de l'immaturité spirituelle de ma part. J'aimerais avoir cette tranquillité, mais je suis trop dans le monde physique et j'aime beaucoup trop la vie. J'aime beaucoup trop les gens que je connais pour les voir passer de l'autre côté. Est-ce que peut-être tu as des, je sais pas du coup, mais est-ce que tu as des conseils ou des choses que tu pourrais dire aux personnes qui ont terriblement peur pour les aider ou pas forcément? Peur de quoi? De la mort? De la mort, ouais. Bah, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Il n'y a pas grand-chose puisque je fais partie, je suis très solidaire, je comprends, c'est un sentiment humain. C'est tellement humain. On est dans la vie et le pire, c'est que là, on est en train de se raconter plein de belles histoires, mais qui nous dit que c'est vrai? C'est qu'on aime donner du sens à plein de choses. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui est mort et qui est revenu et qui a dit, ah, au fait, je suis sûre à 100% que j'ai vécu ça. D'ailleurs, je vous montre. C'est des expériences très subjectives qui peuvent s'expliquer de milliers de façons. Donc, on est toujours là en train de donner du sens à plein de choses et c'est magnifique. C'est des magnifiques histoires et c'est beau et je pense qu'on est plein de monde à y croire. Et ce qui est beau aussi, c'est de sentir qu'on est plein d'êtres humains, une planète, on a 100 ans et puis après, on s'en va. Et finalement, on est tous en train de se raconter des histoires, on reste ensemble, on est solidaires, on donne du sens. Quand il y a quelqu'un qui meurt, on se met tous ensemble autour de lui, on lui fait honneur. Alors qu'en soi, ben, on est juste un corps. Et c'est trop beau. Hmm. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que je pense que la seule clé pour dépasser un peu ça, c'est de se rendre compte qu'on vit tous la même chose en fait. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait du bien. C'est de dire que déjà, je suis pas C'est la seule ça. et qu'on y passe tous, quoi. On y passe tous, on le vit tous et la mort fait partie de la vie et à un moment, bah, c'est comme ça. Comment avoir plus d'amour dans sa vie? Puisqu'on parlait de la mort, on va parler d'amour maintenant. L'amour, ah non, mais c'est génial. Alors là, j'adore le sujet. Écoute, l'amour pour moi, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie la plus universelle. Et plus on en met dans sa vie, plus on en reçoit, plus on le constate. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile de mettre de l'amour partout. Être peace and love et dire j'aime tout le monde et blablabla, ça veut rien dire parce que parfois aussi aimer les gens, c'est leur poser des limites, c'est être en colère contre eux, c'est leur dire des horreurs. Ça aussi, c'est l'amour. Quand on a quelqu'un qu'on adore et qu'on dit, ah, écoute, tu me fais chier, t'as vraiment une tête de débile aujourd'hui, ça lui fait du mal, mais c'est aussi important, c'est ça aussi l'amour, c'est l'entièreté de l'expérience de la vie. C'est l'énergie de vie, l'amour. C'est pas que du beau, c'est aussi du moche. Tu vois, c'est encore les dualités Ouais. qui s'unissent et qui font un truc magnifique. Et justement, la vie, c'est l'amour. Et c'est distribuer plein de choses, c'est donner le meilleur de soi, c'est être toujours présent dans la vie et pas se dire, OK, parce que justement, l'immobilité, c'est là la mort. Elle est là la mort. Dans la vie, dans la création, on reçoit plein de choses, rien que les rayons du soleil, on est en train de voir des choses. Là, je te parle parce que je regarde par ma fenêtre et il y a plein de soleil et je me dis, waouh, on vit des miracles constamment et moi, ça m'éclate. Et c'est ça l'amour. T'imagines, là, il y a des feuilles en face de moi, elles bougent pas. Et finalement, elles sont en train d'absorber des rayons. T'imagines comme c'est génial ce truc. Elles sont en train de prendre également le dioxyde de carbone et envoyer de l'oxygène pour qu'on Purée. puisse respirer. Mais mais c'est quand même génial. Quand on voit ça, on se dit, là, on voit juste une feuille toute verte qui fait rien du tout, alors qu'elle est au travail. On Ouais. aurait un microscope, on verrait plein de trucs. Non, mais c'est trop bien. Il y a un tout dernier sujet que j'aimerais aborder, puisque c'est quelque chose qu'on a vécu récemment avec toi. C'est le sujet de la conjuration. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui étaient Ouais. intriguées par ça. Et justement, tu disais que tu aimais donner, que c'est ça pour toi la vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué chez toi. À chaque fois que j'ai fait appel à tes services, c'était incroyable et c'était beaucoup, beaucoup plus que ce que j'imaginais, notamment dans la conjuration. Ah, Donc déjà, merci à toi pour ton travail. c'est trop bien. Est-ce que tu pourrais nous Bah, expliquer, merci, ça me fait vraiment plaisir. Déjà, tout ce que tu me dis, ça me fait très plaisir. avec plaisir, est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est la conjuration, tout simplement? Alors, la conjuration, c'est un rituel de nettoyage et de protection qui va s'occuper à nettoyer toutes les énergies. Et je vais aller plus en détail sur les énergies négatives qui seraient présentes et qui vont apporter en même temps une protection. Mhm. Que sont les énergies négatives? Ça va être tout ce qui va être des énergies très, très sombres qu'on appellerait énergie démoniaque, les spectres, les démons, les choses qui font très, très peur. Ça peut être aussi des larves, ce que j'appelle moi des larves, qui sont comme des sangsues
qui sont là, qui aspirent notre énergie constamment. Puis après, ça peut être des programmations négatives, ça peut être des mauvais sorts, ça peut être du mauvais œil, tout ce qui a pu être... alors, les mauvais sorts, le mauvais œil ne vient pas forcément des personnes autour de nous, mais ça peut venir de la famille, ça peut venir aussi en marchant. Alors, je sais qu'il y a des terres, notamment, je sais pas, Madagascar, La Réunion, où il y a eu beaucoup de vaudou. Et comme beaucoup de vaudou a été fait, quand on marche sur des sorts, et c'est très connu par les habitants. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont marcher, ils disent, ah, je sais que j'ai marché sur un sort. Parce que les terres sont remplies de sorcellerie, parce qu'il y a eu un gris-gris qui a été enfoncé dans la terre. Donc, Ouais. c'est des choses qui sont très courantes, ou comme par exemple en Amérique aussi, ça se faisait beaucoup. C'est-à-dire qu'on achète une propriété et puis quelqu'un a enterré une jarre avec de la magie noire. Et on arrive et puis on se prend le mauvais sort. Donc ça peut être des milliers de façons, c'est pas tout, parfois c'est transgénérationnel, c'est-à-dire que la magie a fait beaucoup partie du folklore français jusqu'aux années 1900, par exemple. C'était courant, notre voisin nous embêtait, on allait voir la sorcière du coin et puis on allait lui envoyer un mauvais sort. Donc finalement, on est tous bourrés de plein de gris-gris, de plein de trucs et on le sait pas. Nettoyer et retirer toutes ces charges sur plusieurs rituels, évidemment on peut pas le faire en une fois. Et après, j'appose des protections, des sauts de protection un peu partout, sur différentes couches du corps énergétique pour ne pas que ça réarrive. Est-ce il y a un moyen de se protéger en amont du mauvais sort, enfin, du mauvais œil, de la magie noire, etc. Euh, du mauvais œil, oui, déjà en évitant de raconter toute notre vie aux autres, parce que le mauvais œil, ça vient de l'envie. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a dans les cultures, on va dire, plus tournées vers le mauvais œil, les cultures sémites, en règle générale, on ne raconte pas ses victoires. On évite. Dire que, ah, super, j'ai réussi à gagner 6 euros. On raconte pas. Pourquoi on se dit, bah, ça va créer une envie, je vais m'attirer une mauvaise œil. Et c'est vraiment très, très culturel dans les pays méditerranéens. On raconte pas ses réussites. Bon, ça va un peu à l'excès dans ces pays, mais tout de même, le mauvais œil, c'est vraiment très culturel. Et ça aide à aller dans des énergies d'envie. Donc, il faut faire attention à ce qu'on raconte et être un peu plus dans l'humilité, dans le respect de l'autre, pour éviter de susciter justement cette envie. Et puis après, le mauvais sort, comme un peu toujours, c'est-à-dire qu'on fait des douches au gros sel, on a une très bonne hygiène de vie, on est gentil, on est bienveillant. Alors, prière de gratitude, on n'est pas forcément des prières religieuses, mais prière de gratitude. Merci pour tout ça. Si une personne elle veut faire une conjuration avec toi ou autre chose, comment elle fait? C'est simple, elle vient me contacter et ça a duré un petit moment. Comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté? Je suis curieuse. Eh ben, le premier soir, je l'ai pris très au sérieux. En plus, tu sais, là, on est à Bali actuellement. Du coup, chez nous, c'était à Ok. 2 heures du matin. Donc, je suis resté debout. Je me suis dit, bon, il faut que je sois absolument debout pour pouvoir qu'elle sente mon énergie et qu'elle fasse le sort super bien. Et en fait, au moment de commencer, j'ai senti vraiment plein de picotements dans tout mon corps. Et puis, je voulais rester le plus longtemps éveillé pour sentir, pour voir ce qui se passait. Et donc, j'ai ressenti vraiment beaucoup de picotements. Ouais. Je sentais que mon corps allait quand même vers l'avant, vers l'arrière. Enfin, il y avait un moment de transe. J'étais vraiment en transe, quoi, en vrai, quand j'y pense. Ok. Et voilà, et maintenant, je suis dans l'observation de ce qui se passe. Mais c'est vrai, même tes comptes rendus, quand je le lis, je dis, waouh, franchement, je pensais pas que j'avais du Ouais. mauvais Je œil. viens de la Réunion, t'as dû Allez. marquer sur un, Oui. Comme je viens de la Réunion, c'est peut-être pour ça aussi. c'est possible. Ah, mais ok, ok, tout s'explique alors. Tout s'explique. Ouais, j'ai rarement des personnes qui n'ont pas des problèmes de magie noire, de mauvais sorts. C'est obligatoire. C'est une terre qui est tellement, tellement habitée par beaucoup d'esprits, par beaucoup de choses, qu'il se passe toujours des choses. Mhm. C'est vrai. On l'appelle l'île intense, C'est hyper peut-être. vrai, j'adore. Ah, on l'appelle l'intention. Ça m'étonne pas non plus. Et toi, tu es déjà... Non, t'es jamais parti sur l'île de la Réunion? Si, j'y suis déjà allée, bien sûr. Ouais, c'est super fort, hein. Moi, ça m'a transformé la Réunion. C'est une énergie de Ah, dingue. c'est intense, c'est intense. Ah, C'est une très belle île, mais tu sens qu'il y a plein de choses. Et puis, il y a un melting pot de plein de personnes différentes, de plein de civilisations. Enfin, c'est fort. Et c'est des peuples anciens, tu vois. T'as des Indiens, t'as vraiment des peuples de partout. Et ils ont réussi à tous vivre ensemble. Je trouve ça génial. J'adore la Réunion. hmm. Merci pour notre île. Et donc voilà comment je l'ai vécu dans mon cœur, comment? Moi, je l'ai très bien vécu. Bah, de toute façon, j'avais 100% confiance et puis ça m'appelait beaucoup. Je pense que toutes Ouais. les personnes qui se sentent appelées par quelque chose, généralement, il faut y aller. Enfin, en tout cas, moi, je fais tout le temps comme ça.
Et ça Oh. m'a plu beaucoup. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que avant qu'on vienne à Bali, on était chez notre meilleur ami Nezko et il t'a acheté des, comment on appelle ça? Effet doc, non? Ouais, des tableaux qu'il met sur le mur de protection. Ouais. Je sais plus comment tu appelles ça. Les Et papiers russes. les papyrus, voilà. Et en fait, quand je les ai vus, j'ai senti ton énergie. Je me suis dit, et je l'ai dit même à mon amie, j'ai dit, punaise, il faut vraiment que j'envoie un message à la Douce je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle peut m'aider. Et j'ai fait l'autruche comme ça, j'ai oublié, etc. Les Ouais. mois sont passés. Et quand je suis arrivée à Bali, en fait, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de lourd qu'il fallait que je sorte, qu'il fallait vraiment avoir une action énergétique. Et donc, quand je t'ai contacté, tu m'as proposé soit la conjuration, soit un soin énergétique. Et c'est vraiment la conjuration qui m'appelait, quoi. Je me sentais vraiment happée dans mes énergies, très Oui. fatiguée, en manque de enfin, ouais, en manque de clarté, tu vois, vraiment dans du brouillard mental. Et il y avait plein de choses que j'arrivais pas à me séparer. Je tournais en boucle dans des problèmes depuis plusieurs mois, tu vois. Ouais. Et donc, on a fait la première séance et en fait, très rapidement, là, il nous en reste juste une, mais je vois déjà des résultats. C'est-à-dire que c'est même pas fini, que j'ai Ok. laissé plein de choses, je me sens beaucoup plus claire dans mon esprit, j'ai beaucoup plus d'énergie. Le matin, je me lève plus facilement. Quoi d'autre? Ouais, Ok. enfin, de manière générale, je me sens beaucoup mieux. J'ai moins de peur. Tu sais, j'avais beaucoup de pensées sombres, mais vraiment très sombres. J'avais toujours peur d'avoir un accident. Enfin, c'est des choses que je disais même pas à Fabien, mais parce que je savais que ça m'appartenait pas, tu vois. Donc, j'essayais de pas y apporter de Oui. l'importance. Mais je sentais que j'avais vraiment des pensées sombres enfin, je comprenais pas, quoi. Et là, j'ai plus du tout ça depuis quelques jours, semaines. Et même quand tu as lu Ah, c'est super. quand toi, tu as lu le compte-rendu, je me souviens, je la vois, elle est partie en larmes, quoi. Mais parce que pour elle, Oh, bébé. c'était impossible pour elle de penser qu'il y avait des gens qui lui enverraient du mauvais œil ou de la magie noire. Donc voilà, je me Alors, sens. le mauvais œil, je peux vous assurer, tout le monde est aux prises avec le mauvais œil. Parce qu'il suffit que quelqu'un vous envie un petit peu, mais c'est malgré vous. Je pense que même vous, ça vous est déjà arrivé, vous avez quelqu'un, il a un truc, vous dites, ah, mais j'aimerais bien pareil. Tu vois, c'est pas méchant. Mais malheureusement, c'est une énergie qui est très forte. On a un pouvoir de manifestation, vous imaginez même pas, nous, l'être humain. Super fort. Et on est capable d'envoyer plein de types d'énergie. Et le mauvais œil, c'est une énergie où on a envie de l'énergie de l'autre. Et donc, ça contrecarre ces énergies à lui. C'est une énergie de projection. C'est pas si mauvais que ça, mais ça part du ah, j'ai envie de ce qu'il a. Ouais, super fort. Ouais, c'est pour ça que maintenant, tu vois, on a vraiment pris conscience et on a remarqué que maintenant, on évite de parler de nos projets avant de les avoir faits. Et encore, Ah, on le ah, fait encore. ah. On est tellement spontané, tellement dans le don, tellement C'est un peu bien. conscient. Donc, ce qui fait que des fois, ça nous met tellement en joie qu'on a envie de le partager. Et maintenant, on le fait de moins en moins. Mais généralement, on Oui, s'est rendu compte que quand on faisait ça, ben, ça nous freinait, c'était beaucoup plus dur, finalement, on n'y arrivait oui. pas. Donc, on évite maintenant. Bah, c'est les énergies du mauvais œil. Mais l'idée, c'est de, quand on partage ça avec quelqu'un qui est super conscient et on le sait, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se dit cette personne, elle a peut-être pas la conscience pour savoir gérer ses énergies. Encore une fois, c'est les responsabilités. C'est pour ça que je vous dis que c'est un poids, ce truc. Parce qu'on est moins spontané, on s'amuse moins, on est moins dans notre joie, dans notre plaisir, dans notre bonheur, parce qu'on n'arrive pas à être dans cette liberté d'agir. Parce qu'on sait que, ah, c'est pas bon. Merci beaucoup. En tout cas, on t'a envoyé plein de personnes hein, pour se faire congérir. Je crois qu'on l'a dit. Ah, ça me fait plaisir. C'est C'est trop mignon. Et comment ça se passe Bali? On dit, celui qui va à Bali, il est venu chercher quelque chose. c'est vrai, c'est ce qu'on nous a dit. Bah moi, je me sentais super appelée, c'est vrai, par Bali, mais depuis que je suis toute petite, en fait. Alors que je savais même pas ce qui se passait à Bali. Et là, ouais, j'avais très envie de partir, mais pourtant, on n'est pas venu chercher quelque chose, à part si le soleil, la vie Oui. douce, le coût de la vie, enfin, les activités, tu vois, c'est ça de base qui nous a attirés. Et finalement, bah, depuis qu'on est là, on a fait beaucoup d'activités spirituelles. Moi, Ouais. ça a libéré beaucoup d'émotions, beaucoup de traumas, de prise de conscience. Bon, en vrai, c'était déjà le cas avant, mais là, il y a, je dirais, plus de reconnexion spirituelle. Je pense que j'ai tendance à m'y couper facilement parce que j'aime bien être ancrée, les pieds sur terre.
Mais là, du coup, j'ai l'impression que Bali, ça me dit en tout cas de plus en plus, et même là, on parle en quelques jours, mais j'ai l'impression que je repars avec ce message de oublie pas la spiritualité aussi dans ta vie, en fait, je pense. Voilà. Ok, super intéressant. Et Mm. toi, Fabien? Hier, on a fait Mm. une session de breathwork. Et moi, ça a été vraiment libérateur. Et le mot, en fait, que je retiens un peu de Bali, c'est en effet s'autoriser, s'autoriser à libérer, s'autoriser à s'exprimer, s'autoriser à aimer, à pardonner, à dire les choses. Et également, cette notion de 3D, 5D. Tu vois, je prends conscience de ça ici. Oui. La 3D, le comment, les actions, le quand, les évidences, toutes ces énergies un peu lourdes qui t'empêchent d'être spontané, d'être connecté à ton intuition et de se reconnecter en effet à cette 5D, cette spiritualité, cette fluidité, ce flot de la vie. Et c'est ça que j'avais quand je voyageais à l'époque et que là, je retrouve à nouveau dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Mm. Merci pour ta question. Ok. Ouais, c'est génial. Je suis contente pour vous. Trop bien. Merci hein, pour cette interview. J'ai passé un très, très, très bon moment. Merci à toi aussi. On termine par un petit jeu? Vas-y. Allez, on fait le jeu, on va jusqu'au bout avec toi, Petit. Merci pour ton temps. Ce jeu s'appelle le jeu des Vas-y. 6 mots. On vient de le donner le nom maintenant. Et on va te donner un mot et tu Ok. devras donner une phrase ou un mot, ce que ça représente pour toi le mot qu'on va te dire. Exemple, on te Ok. dit lumière, bah, tu peux nous dire voilà, ce qui te vient en tête. Ok, très bien. D'accord? Ça me va. Le premier mot, c'est la spiritualité. Amusement. Amusement. Je m'amuse beaucoup avec la spiritualité. C'est une Mm. grande source de joie, ça me connecte à mon enfant intérieur, c'est ma zone de jeu en fait. Deuxième mot, l'humain. Je dirais la complexité et je dirais en même temps la fragilité. Un humain est extrêmement fragile et en même temps c'est extrêmement complexe. Et on l'oublie que la personne en face c'est un univers à elle toute seule. Et en même temps il y a tellement de délicatesse, ça se brise tellement facilement. L'abondance pour toi. Vraiment de la vie. Je pense vivre l'abondance sur beaucoup de points. Grâce au ciel, grâce à Dieu, je pense être dans l'abondance. Je pense que c'est une énergie. Tu disais, l'abondance, c'est Ça une peut- énergie, c'est ça? Ça correspond à mon énergie de vie, l'énergie que j'ai dans ma vie en règle générale, l'abondance, Ok, à super. laquelle je me connecte le plus. Quatrième mot, les guides. Les guides, pour moi, les guides, c'est surtout des guides physiques et moins des guides spirituels, parce que j'ai l'impression d'être un guide spirituel pour les personnes, mais j'ai l'impression que j'ai plus des guides physiques sur ce monde physique. Les animaux que je côtoie, les personnes, les mots qu'ils me disent, les mots qui me sont envoyés. J'ai l'impression que ce sont eux mes guides. Et c'est très rigolo parce que la plupart des gens recherchent leur guide spirituel et ils essaient de décoder les messages que leur envoie leur guide spirituel. Et chez moi, c'est le contraire. Je suis bien connectée à mes guides spirituels. Du coup, j'ai pas besoin de décoder. J'ai moins cette excitation, vu qu'on est en contact plus ou moins constant. Par contre, j'ai cette sorte d'excitation avec mon environnement. Quand les gens parlent, je me dis, ah, là, il y a un signe. Tu vois, tout à l'heure, vous m'avez envoyé un signe. Vous vous êtes pas rendu compte. Mais pour moi, vous avez été des guides. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et ben, ça, c'est mon expérience de vie. C'est que je vis constamment avec des petits signes comme ça physiques dans l'univers. Je trouve ça, mais voilà, génial. Mais, Trop chouette. merci, mais on est curieux. C'est quoi si c'est Je pas suis indiscret, curieuse. ouais, je suis curieux. Si c'est pas indiscret, c'est quoi le Non, mais secret pour t'as suivre le votre droit, rêve? je trouve ça rigolo. Vous m'avez dit, on va commencer par un petit truc, et vous m'avez dit le mot lumière. Sauf que le mot lumière correspond au nom d'une personne que je connais qui fait partie de mon entourage. Et ça m'a envoyé un petit truc. Ok. Ah, Génial. ouais, carrément, parce que c'était même pas écrit ici le mot Ouais, lumière. c'est clair. Le dernier mot pour moi, le mot mort. Je dirais une étape, une transformation. Bizarrement, le mot peur ne me vient pas, mais je dirais plutôt étape, transformation. Et ça me fait penser à la vie. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de vie. Et le tout dernier, guérison. Guérison. Bah, ça me fait penser à des formes géométriques, à l'archange Métatron, alors te dire. Et beaucoup, en fait, quand je vois la guérison, je vois tous les espèces de schémas que je me fais dans ma tête quand je suis en train de faire du travail énergétique. Et tu vois, je suis connectée, tout de suite, je vois plein de schémas géométriques, j'imagine un corps, je suis déjà le truc, comment je fais pour envoyer l'énergie dedans. Génial. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est demain, si tu devais quitter ce monde Vas-y. et tout ce que tu as créé, tes livres, ton Alors, site, tout ok. disparaît, mais tu laisserais derrière toi seulement 3 vérités. Quelles seraient ces 3 vérités, tes vérités à toi, que tu laisserais comme héritage pour le monde?
Waouh, c'est très profond comme question. Les vérités que je laisserais. Je sais pas si j'ai réellement des vérités. Oui. J'écrirais surtout je ne sais rien. Expérimentez, amusez-vous. Personne ne sait mieux que vous. Et puis peut-être aimez-vous les uns les autres, mais je pense que j'écrirais surtout que je n'ai aucune vérité et je ne sais absolument rien. Et ne laissez absolument personne vous dire le contraire. Parce que franchement, il n'y a personne qui peut dire ah, je sais. Non, tu ne sais rien du tout. On imagine, on suppose, on a des probabilités élevées. On peut jamais être sûr à 15 millions de pourcents. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est déjà bien, je pense. Donc, tu disais, je ne sais rien, expérimentez, personne ne sait mieux que vous, amusez-vous, aimez-vous, et voilà, Ah ouais, eh ben, c'est très bien. Et danser. C'est bien aussi de danser. et dansez. Merci beaucoup, la Pity, pour toute la valeur que tu nous as donnée aujourd'hui, tout ton temps aussi. Je crois qu'on n'a jamais fait une interview aussi longue. Ah, Donc, ça me fait plaisir. Ça me fait c'était, plaisir. c'était vraiment passionnant. Pour les personnes qui veulent te contacter, donc on te trouve sur Instagram, la Pity. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux renvoyer les gens? Ils peuvent aller sur mon site internet www.ladoucepity.com. Merci à tous pour votre écoute, nous avons hâte de vous lire en commentaire. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Pensez à liker, partager et vous abonner. Ça nous aide vraiment à rendre notre travail visible. La prochaine interview sera sur la Spinal Energy, le Breathwork et la Kundalini. À bientôt, prends soin de toi et souviens-toi que tu es un être multidimensionnel. Tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux. Ciao! Bye bye.